Donc effectivement, on va aborder le sujet du choc septique et aux urgences. Et donc je vais vous parler du remplissage vasculaire et comment on va essayer d'optimiser ce remplissage. Je n'ai pas de lien d'intérêt à vous déclarer. Il y a plusieurs aspects du remplissage qu'on peut optimiser et je vais les passer un peu en revue. Il y a d'abord les indications, l'administration, comment on va passer ces solutés de remplissage, avec quel volume on va remplir les patients et bien évidemment le choix du soluté de remplissage. Alors concernant les indications, là, le titre de la session c'est choc septique. Donc choc septique, je vous rappelle que c'est défini par une hypotension et une hyperlactatémie persistante malgré le remplissage. Donc en fait, le remplissage, c'est surtout avant l'apparition du choc septique, dans la phase qu'on appelle le sepsis, où là, il va falloir privilégier le remplissage. La question qu'on peut se poser, je vais en dire un mot, c'est est-ce qu'il faudrait, dès cette phase-là, avoir recours plus précocement aux vasopresseurs ? Et le remplissage, il peut continuer après la phase de choc septique, c'est-à-dire qu'une fois que le malade est mis sous vasopresseur, mais la poursuite de ce remplissage, elle est quand même assez discutable. Et par contre, là, le malade a besoin clairement de vasopresseurs. Alors, en termes d'indication du remplissage, il y a un bénéfice et il y a des risques. Et c'est probablement une courbe en U, c'est-à-dire que si on ne remplit pas assez le patient, eh bien, on va l'exposer à de l'ischémie et de l'hypoxie s'il n'est pas suffisamment rempli, et on va augmenter la mortalité. En revanche, si on le remplit trop, il va y avoir une accumulation hydrosodée d'eau et de sel, des œdèmes qui vont se former, et ça peut être potentiellement délétère et augmenter la mortalité. Donc, une grosse discussion actuelle dans la prise en charge de ces patients, c'est de savoir quel est le bon volume qu'il faut leur administrer. Dans le sepsis, l'indication du remplissage, elle est double. Vous savez qu'on remplit les patients qui ont une hypovolémie dite vraie ou une hypovolémie relative, et les deux sont toujours associés. Il y a toujours une hypovolémie vraie, c'est-à-dire une baisse du contenu, parce que le malade ne va pas bien depuis plusieurs jours, qu'il a diminué ses apports, il a augmenté ses pertes parce qu'éventuellement il est fébrile, il a diarrhée, il a un troisième secteur, et puis il y a un syndrome de fuite capillaire qui fait que les liquides vont diffuser vers l'interstitium. De l'autre côté, on a de l'inflammation systémique qui va générer des lésions endothéliales et donc générer cette fuite capillaire, et puis on a une vasodilatation qui va apparaître. Et là, ça va être responsable de ce qu'on appelle l'hypovolémie relative, qui n'est pas un problème de contenu, mais de contenant. C'est la pression de la paroi vasculaire là, qui pose problème. Et l'efficacité du remplissage, on sait bien qu'elle dépend du contexte. On aura une action bénéfique du remplissage si le malade a une hypovolémie vraie. S'il manque de liquide, de lui en mettre, ça va être bénéfique. S'il a une hypovolémie relative, le remplissage il sera probablement moins efficace et c'est là où on peut discuter les vasopresseurs. L'objectif du remplissage, eh bien, l'objectif final, c'est d'améliorer la fonction des organes. Mais vous voyez qu'il y a tout un tas d'étapes à franchir pour arriver à cet objectif final. Il faut que quand on remplit le patient, il augmente sa précharge cardiaque, qu'il soit capable d'augmenter son débit cardiaque, que cette augmentation du débit cardiaque augmente la délivrance en oxygène et que cette augmentation de la délivrance en oxygène améliore le fonctionnement des organes. Et à toutes ces étapes, le patient ne peut ne pas répondre. Et donc je vous montre ça parce qu'un point très important pour le remplissage, c'est qu'il faut évaluer la réponse au remplissage. Il faut savoir s'arrêter si ce n'est pas efficace. Alors là, on est aux urgences, donc il y a des moyens très sophistiqués d'évaluer la réponse au remplissage, mais dès le remplissage aux urgences, on peut se baser sur des signes assez simples, qui sont des signes d'hypoperfusion périphérique, la pression artérielle moyenne, les marbrures, l'oligurie, le temps de recoloration cutanée, les troubles de conscience, le lactate, ça c'est facilement dosable. Et ces 6 critères-là qui vont nous permettre rapidement de voir si le patient répond ou pas au remplissage. Alors, on a des recommandations concernant la prise en charge du sepsis. C'est la Surviving Sepsis Campaign que vous connaissez probablement et qui nous dit que
Le remplissage, c'est crucial pour stabiliser les patients qui ont un sepsis et des signes d'hypoperfusion, et que dans la première heure, il faut rapidement administrer 30 ml de cristalloïdes si le malade est hypotendu ou a une hyperlactatémie supérieure à 4. Moi, je dirais si le patient a des signes d'hypoperfusion. S'il a la lactate à 3,5, je pense qu'il faut peut-être déjà le remplir. S'il est marbré et pas encore hypotendu, je pense qu'il faut peut-être déjà le remplir. Mais il peut y avoir deux façons de remplir le patient. S'il a clairement des signes d'hypoperfusion, des signes de choc, il faut faire du remplissage rapide, une vraie expansion volémique. S'il n'a pas ces signes de choc, je vous ai dit en introduction que tous les patients septiques avaient quasiment une hypovolémie vraie, eh bien, à ce moment-là, ils auront besoin de réhydratation. Mais c'est un contexte un peu différent. La Surveillance Sepsis Campaign nous dit 30 ml/kg. Recommandation basée sur rien, mais en pratique, c'est à peu près ce qu'observé. Les gens font à peu près 30 ml/kg. La question, c'est est-ce qu'on fait un volume fixe ou est-ce qu'on fait un volume personnalisé, adapté aux besoins du patient? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le patient aura besoin de beaucoup de remplissage s'il a une vraie déshydratation patente, s'il a des pertes importantes ou s'il a un troisième secteur. Peut-être qu'il faudra le remplir moins s'il est à risque d'avoir une mauvaise tolérance du remplissage. Le principal risque du remplissage, c'est la fonction respiratoire. Et donc, si le malade devient polypnique ou désature, eh bien, il va falloir probablement le remplir moins. Et si c'est un patient qui a déjà une insuffisance cardiaque, sa probabilité d'arriver à augmenter son débit cardiaque quand on va le remplir est quand même plus faible. Et donc, on pourrait dire ce qu'il faut comme volume, c'est le minimum nécessaire pour inverser les signes de choc. Bon, en pratique, ce n'est pas un chiffre magique comme le fait la Surveillance Sepsis Campaign, c'est 30 ml/kg. Alors, le problème du remplissage, c'est que quand les liquides finissent par s'accumuler au bout de plusieurs jours dans le patient, eh bien, ça finit par ça, c'est bibendum, avec plein d'effets secondaires décrits et qui sont là résumés par Malbrain. Le problème, c'est que l'accumulation de liquide, c'est au bout de plusieurs jours. Et je ne pense pas que la problématique s'applique dès les urgences. L'accumulation de ces fluides est probablement néfaste, mais probablement pas à la phase initiale, quand le patient arrive aux urgences. Et il faut probablement remplir précocement les patients et freiner après, à temps, avant que ces fluides s'accumulent. Alors, dès les urgences, la question peut se poser de savoir s'il faut restreindre ou pas les fluides. Je vous montre cette étude qui a été publiée récemment et qui a été faite justement aux urgences. Chez des patients qui ont un sepsis suspecté associé à une hypotension. Et les auteurs voulaient comparer une stratégie restrictive, c'est-à-dire moins de 30 ml/kg, à une stratégie dite de pratique courante selon les recommandations de la Surveillance Sepsis Campaign qui nous disent 30 ml/kg. Alors, point très important, avant d'être rempli, tous les patients avaient reçu déjà 1 litre de remplissage. Bon. Et donc après, l'idée, c'est de dire, dans un bras restrictif, je vais favoriser les vasopresseurs plutôt, et dans l'autre bras, je vais continuer à les remplir, et dans le bras usual care, l'objectif, c'est qu'ils aient à peu près 30 ml/kg. En termes d'évolution des patients, dans le groupe où les fluides étaient restreints, les patients avec plus précocement de la noradrénaline, mais en termes de nombre de patients qui vont nécessiter de la noradrénaline, finalement, c'était pareil dans les deux bras, avec la même dose, la même durée et la même pression artérielle. Et en termes de survie, la survie était identique dans les deux bras, mais avec, vous voyez, 90% de survivants, donc des patients finalement pas trop graves. Mais donc, les résultats de cette étude, c'est que suggérer que de commencer plus précocement les vasopresseurs, ce n'est pas trop à risque, mais on ne gagne pas forcément sur la survie des patients. Alors, le problème de cette étude, c'est que leur objectif, c'était que dans le bras contrôle qui est ici, il soit à 30 ml/kg et de restreindre en dessous de 30 ml/kg le bras restrictif. Mais en fait, c'est l'inverse qu'ils ont obtenu. C'est-à-dire que dans le bras restrictif, ils sont aux 30 ml/kg. Bon,
Mais donc, on peut quand même éventuellement restreindre les fluides à la phase aiguë. Mais en tous les cas, là, ça ne répond pas à la question en dessous de 30 ml/kg. En termes d'administration, ce qu'on peut proposer de raisonnable, plutôt que de partir d'emblée sur 30 ml/kg, c'est de faire des séquences de 10 ml/kg sur 10 à 30 minutes. Si on veut administrer ces fluides rapidement, je vous rappelle qu'il faut des voies veineuses qui soient avec le moins de résistance possible, c'est-à-dire des cathéters suffisamment larges, dans des grosses veines, et puis des cathéters courts. On peut s'aider de poches de pression pour les administrer. Et ce qui est donc important, c'est d'évaluer la réponse et de s'arrêter quand le patient a réversé les signes de choc. Et puis, on surveille étroitement la fonction respiratoire, tout simplement par la fréquence cardiaque et la saturation. Et là encore, s'il y a une mauvaise tolérance, on s'arrête. Alors, quel type de soluté faut-il utiliser? Toujours la Surviving Sepsis Campaign nous dit c'est un cristalloïde. En première intention, très bien, mais alors lequel? En termes de tonicité, donc vous savez qu'il y a les cristalloïdes iso et hypertoniques, c'est un cristalloïde isotonique. Et ce qui fait débat actuellement, c'est la concentration en chlore de ce cristalloïde. Il y a des solutés qui sont riches en chlore et d'autres qui sont plutôt pauvres en chlore, on va dire. Alors, les solutés riches en chlore, c'est le sérum physiologique, qui n'est pas physiologique, puisque vous avez 154 millimoles par litre de chlore. Notre chlorémie est à 100. Si on veut diminuer l'apport de chlore par les solutés cristalloïdes, il faut remplacer le chlore par une autre charge négative, qui est soit le lactate, soit l'acétate. Le problème de cette surcharge chlorée, il a été suggéré que ça pouvait générer des insuffisances rénales par vasoconstriction rénale dans des modèles expérimentaux. Et il y a effectivement pas mal d'études de cohortes qui montrent une association entre la perfusion d'un soluté riche en chlore, c'est-à-dire le sérum physiologique, ou l'hyperchlorémie, et une moins bonne évolution de la fonction rénale, voire même une surmortalité des patients qui ont un sepsis. Du coup, on a 2 études randomisées qui ont été faites chez des patients de réanimation, mais qui ne sont pas spécifiques au sepsis, et qui ont des conclusions contradictoires, on va dire. La première qui a été faite, c'est une étude néo-zélandaise. 2000 patients réalisés en aveugle, du Ringer acétate qui était comparé au sérum physiologique, peu de volume administré, vous voyez, 2,6 litres à J3, c'est vraiment pas beaucoup. Il y avait un suivi spécifique de la fonction rénale, et ils n'ont pas trouvé de différence sur l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë, ni sur la mortalité. Donc la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un soluté pauvre en chlore ou le sérum physiologique. L'autre étude publiée plus récemment, 15 000 patients de réanimation, c'est le record mondial. C'est une étude qui est pratiquée en ouvert, c'est-à-dire que les investigateurs savaient quelle soluté ils utilisaient, et c'est en monocentrique. C'est un hôpital, 5 services de réanimation, donc ça pose un petit problème méthodologique. Là, les patients sont encore moins remplis, 1 litre à J3. Bon, il n'y a pas de suivi spécifique de la fonction rénale. Et vous voyez qu'en fait, l'étude est négative finalement, puisque l'insuffisance rénale, il n'y a pas de différence significative, 16 versus 17%. La mortalité, il n'y a pas de différence significative, mais le critère principal de jugement de cette étude était un critère composite, qui incluait le décès, la nécessité de dialyse et la récupération de la fonction rénale. Et là, vous voyez, si on regarde que le petit p, il est significatif. Et vous voyez que le critère composite, c'est 14,3 versus 15,4, 1% d'écart. On a 15 000 malades, donc statistiquement c'est significatif. Donc c'est en faveur des solutés pauvres en chlore. Ils ont fait un sous-groupe où ils ont regardé la mortalité chez les patients qui avaient un sepsis, et dans ce sous-groupe, il y aurait aussi un bénéfice pour utiliser un soluté pauvre en chlore. Ce soluté pauvre en chlore, il était laissé au choix du clinicien, soit du Ringer acétate, soit du Ringer lactate, donc on ne sait pas si l'un des deux est mieux ou pas. C'est une étude qui est méthodologiquement très critiquable et qui est très critiquée et qui ne va probablement pas nous permettre de conclure sur quel type de cristalloïde il faut utiliser chez les patients septiques. Donc pour finir, optimiser le remplissage dans le choc septique aux urgences
Eh bien, il faut optimiser l'indication, il faut remplir les patients rapidement dans la première heure s'il y a des signes d'hypoperfusion, il faut administrer le soluté assez rapidement s'il y a des signes d'hypoperfusion sous surveillance respiratoire. On peut proposer des séquences de 10 minutes kilo avec une évaluation de la réponse. Et si, au bout de 30 minutes kilo, on n'a pas une réponse favorable, à ce moment-là, il va falloir faire une évaluation hémodynamique plus poussée. Et en termes de soluté, c'est un cristalloïde isotonique, soit du sérum physiologique, soit du ringer lactate, sauf si le patient a une lésion cérébrale, puisque les ringer lactates sont un peu hypotoniques et ça risque de majorer l'œdème cérébral. Je ne mets pas dans ma conclusion le ringer acétate. Personnellement, je ne perfuserai jamais d'acétate à un patient. Ça a des risques inotropes négatifs, vasodilatateurs, à tel point que l'acétate a été interdit depuis des années de façon consensuelle et avec un consensus planétaire de tous les solutés de dialyse et d'hémofiltration du fait des risques de vasodilatation. Je vous remercie pour votre attention.